In Prima, le rendez-vous culturel de Lisa Dorazio sur Alta Frequenza, tous les jours à 8h30. Bonjour, bienvenue dans In Prima pour une nouvelle semaine en votre compagnie. Je suis d'ailleurs en compagnie de Petrouleka. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez tenu donc récemment à Salle Ascienina du côté d'Ajaccio une causerie. Ajaccio, pardon. Ah oui, bien sûr, en centre-ville, hein, pas du côté d'Ajaccio, vraiment en centre-ville puisque c'est quartier, voilà, Sainte-Lucie, hein, pour être précise. Une causerie donc sur Daifol Diamama ou Piatumpiu. On va expliquer cette terminologie, en tout cas ce titre que vous avez choisi. Une causerie finalement qui avait pour but de, on peut dire, débattre sur le vivre ensemble, un sujet qui est aujourd'hui d'actualité, hein, puisqu'on l'a vu récemment, en tout cas avec le drame de Charlie Hebdo, et puis récemment aussi, il y a eu des attentats aussi à Copenhague. C'est une thématique complètement d'actualité que vous avez voulu évidemment adapter, on peut dire, à la Corse, en tout cas soulever la problématique telle qu'elle se pose aujourd'hui dans notre île. Alors j'ai choisi cette terminologie, comme vous dites, di Upiatumpiu et di Evole Limam, parce que Upiatumpiu est une très très belle chanson de Jean-Paul Poletti, et Evole Limam, c'est un très très beau livre de Johann Giuseppe Franchi. Mais à la fois, ces deux sont représentatifs d'une époque, je dirais, qui est révolue. Simiti a Upiatumpiu, c'est ce que chante Jean-Paul, et Mamma guntava e vole, c'est ce qu'écrit Johann Giuseppe, et il nous les met dans son livre, qui est un très beau livre, et que vous connaissez. C'est-à-dire que je réfléchis moi-même, je m'interroge toujours sur ce qu'est l'évolution de notre société entre cette époque, les années 50, grosso modo, et aujourd'hui, c'est-à-dire un peu plus d'un demi-siècle. Comment notre société a-t-elle évolué? Comment s'est-elle transformée? Comment vit-on ensemble? Comment vivions-nous ensemble à ce moment-là? Et successivement, au fil des années, qu'en est-il? Qu'est-il devenu de ce vivre ensemble? D'aucuns parlent du bon vieux temps. Je ne suis pas un adepte de cette alliance de mots. Je crois que le temps n'était ni bon ni vieux. Il était comme il était, il suffit d'en parler, de le décrire quelque peu et de prendre acte de ce qui était et du comment nous nous sommes quelque peu transformés sans mettre toujours les choses sur le dos de la société, parce qu'elle a bon dos, la société, ou sur ou les politiques, ils ont bon dos aussi. Les uns et les autres, nous nous transformons, nous adoptons telle ou telle attitude, et c'est de cela, en fait, qu'il m'a plu d'avoir à quelque peu développer et mettre les uns et les autres présents en situation ensuite d'intervenir, parce que c'est plus leurs propos, leurs remarques, leurs descriptions qui m'intéressaient plus que ce que j'avais moi-même à dire. Alors, le point de départ, évidemment, c'est peut-être le visage de cette Corse aujourd'hui. Quel est-il? Est-il véritablement très différent d'il y a 30 ans, bon, des années 50 bien évidemment, mais d'il y a 20 ans ou 30 ans? Aujourd'hui, finalement, le visage de la Corse, il est multiple, il est complexe. Comment le percevez-vous, vous? Aujourd'hui, c'est la Corse en évolution. On parle de la société. La société est un animal vivant qui change constamment. Il n'y a pas un point fixe à tel moment, sans quoi ce serait trop beau. Et nous pourrions faire une analyse en disant, du moins les gestionnaires pourraient faire une analyse et trouver assez facilement les solutions pour remédier aux problèmes qui se posent. J'allais dire, le véritable problème, c'est que la société se transformant, les problèmes se transforment avec elle, et qu'il y a toujours nécessité d'avoir là une analyse constante de cet animal vivant qu'est la société en transformation. Nous parlions de l'époque des années 50-60, dit Upiatumpiu et di Evole Limam, c'est une image, une allégorie à double tête, je dirais. Mais à ce moment-là, la famille en Corse n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Les différentes couches d'arrivants, entre guillemets, en Corse n'étaient pas encore
aussi nombreuses et aussi diverses qu'aujourd'hui. Les différentes strates de la société, aussi bien paysanne, rurale que citadine, n'étaient pas ce qu'elle est aujourd'hui. La Corse était rurale pratiquement tout à fait en 1950. On fait le distinguo aujourd'hui entre les villes et le monde rural, les campagnes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu à un moment une transhumance, je dis ça parce que j'ai beaucoup de respect pour les bergers, il y a eu un exode du rural vers les villes qui s'est fait, où des gens, pour mieux vivre, pour avoir un travail ou pour le chercher, pour le mieux-être, pour envoyer leurs enfants à l'école, ou par peur de l'absence de médecins ou d'infirmiers en milieu rural, allaient vers les villes. Et tout ça a constitué aussi les habitants des villes aujourd'hui. Donc, vous voyez, et je ne parle là que d'une arrivée de gens qui étaient ceux-là déjà ici en Corse. Si vous ajoutez à cela l'arrivée de ceux qui fuyaient Mussolini et son fascisme, si vous ajoutez ceux qui, d'Italie, dans ces îles ou son continent, venaient parce qu'ils n'avaient pas de travail chez eux et trouvaient le travail, et pour beaucoup prenaient racine, se mariaient ici. Nous avons tous, ma génération, des cousins germains et des oncles qui étaient partiellement italiens. Ce n'est pas ni un défaut ni une qualité. J'ai moi-même des cousins qui sont fils d'Italiens, et l'italien qui est ou qui était leur père était mon oncle. Il en est ainsi pour toutes les familles dans notre région. Il y a ceux qui sont venus d'Espagne pour fuir le franquisme et qui, pour certains d'entre eux, sont restés ici. Et puis il y a ceux qui, lorsqu'il y a eu ce qu'on appelait d'abord les événements, ensuite la guerre d'Algérie, pieds noirs pour certains, et ensuite majoritairement les immigrés, les travailleurs immigrés, ça fait beaucoup de strates de population qui, s'ajoutant les unes aux autres, constituent la Corse d'aujourd'hui, comme vous dites. Merci beaucoup, Petrolek. On se retrouve demain. On va continuer évidemment à explorer en avant encore plus cette thématique. À demain, au revoir. In Prima sur Alta Frequenz, tous les jours à 8h30. In Prima, le rendez-vous culturel de l'Isado Radio sur Alta Frequenz, tous les jours à 8h30. Bonjour, bienvenue pour cette seconde émission en compagnie de Petrolek. Bonjour. Bonjour. Alors, nous rappelons en effet que vous avez donné tout récemment donc une causerie à Ajaccio, à Chénine. Donc, c'était au quartier Sainte-Lucie, cette salle qui s'est créée tout récemment. Je crois qu'elle a à peu près 3 ou 4 mois d'existence. Donc, cette causerie portait sur le thème d'Aifo, la Diama Maupia. Sous l'égide de Renato Cotti. Voilà, il faut le souligner. Ouais. Et on le salue aussi. Donc, une causerie, on peut le dire, véritablement sur le thème du vivre ensemble. Hier, on s'était arrêté finalement à cette cartographie de la Corse actuelle, donc ces strates de population. On avait refait un petit peu l'historique d'arrivage d'Italiens, ensuite des pieds noirs, etc. Aujourd'hui, finalement, la problématique est que la Corse est diverse, mais elle est, on peut le dire, dans un affaiblissement au niveau, évidemment, de sa langue, peut-être aussi de sa culture, de l'enseignement de son histoire aussi. Aujourd'hui, on disait qu'autrefois, la Corse fabriquait du Corse, des Corses. Est-elle encore aujourd'hui, finalement, capable, ça peut être un questionnement que certains se posent, est-elle encore capable de fabriquer du Corse, des Corses ? Toutes les questions sont bonnes, celle-là, elle est aussi. Elle est très bonne, d'ailleurs. Je pense que la Corse, si elle n'était pas capable de fabriquer du Corse et des Corses, c'est qu'elle se serait arrêtée. Dieu l'en préserve de s'arrêter. La Corse n'est pas demeurée en l'état à telle ou telle étape de son histoire. Pour preuve, l'accès de tous les... de tous les jeunes des différentes couches de la société dont nous parlions hier, qui non seulement ont accès à l'université, mais ils font des études brillantes pour certains, au prorata de l'ensemble de ces composantes, et qui demain certainement participeront à... Déjà pour certains, sont chercheurs, sont enseignants, et ça c'est la preuve que la Corse
fait du corse, quoi. Est-ce que la communauté de destin, finalement, la communauté de destin, est-ce qu'elle existe clairement aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que toutes ces composantes font cette Corse qui avance, hein? Il y a toujours ce discours un peu passéiste, finalement, d'une Corse perdue, d'une Corse c'était mieux avant. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, la communauté de destin fait avancer la Corse et la fait avancer peut-être justement aussi vers une affirmation de son identité, hein. On le sait, la langue a une place prépondérante aujourd'hui, même si elle est en danger au niveau de ses locuteurs, elle a en tout cas une place quasi sacralisée. Vous connaissez la blague qui dit on ne sait pas où on va, mais on y va à coup sûr. Alors pour la Corse comme pour le reste, il vaut mieux aller vers le mieux, le bien, que ce soit pour sa langue, pour sa culture, ou pour le bien-être de ceux qui y vivent et qui constituent sa population ou son peuple. Vous avez raison de le dire. Moi, je n'ai pas une tendance particulière à être pessimiste en l'homme, surtout ici. Souvent, lorsqu'on parle d'appartenance, je me méfie. Et l'histoire, en général, mais l'histoire récente nous l'a montré, la notion d'appartenance, quelquefois, met des œillères et fait que, si l'on n'y prend pas garde, il y a le rejet de l'autre. Et quelquefois bien plus près que celui que l'on croit être loin et beaucoup plus différent. Je ne vais pas vous expliquer ce qu'ont été ces 30, 40 dernières années avec les différentes arrivées et les strates qui constituent, les strates de population qui constituent la Corse et le peuple corse d'aujourd'hui. Cela pour dire que j'ai l'occasion de fréquenter assez souvent Corté et l'université pour me rendre compte qu'il y a là une jeunesse avec un contact constant avec le savoir, avec les idées, avec l'esprit. Et cela me plaît beaucoup parce que c'est de cela dont a besoin la Corse, sur laquelle vous êtes là pour poser des questions, sur laquelle vous avez des interrogations. C'est dans l'esprit, c'est dans l'intelligence, c'est dans l'instruction, c'est dans le savoir que prennent racine les constituants de ce qui fait la Corse des lendemains. Alors bon, les terminologies dans le style Le Grand Soir ou Les Lendemains qui chantent paraissent éculées. On a l'air d'être vieux lorsque l'on parle comme ça, mais non. Il y a intérêt à ce que ces lendemains, suite à votre question très pertinente, qu'ils soient pleins de tout cela. On le sait aussi, ces questions identitaires sont des questions finalement qui transcendent les générations, puisque aujourd'hui finalement les jeunes aussi s'emparent de ces questionnements, en tout cas sur qu'est-ce que sera la Corse de demain, sur quelles valeurs il faut transmettre, quelles valeurs il faut préserver, qu'est-ce que culturellement aussi la transmission doit, comment la transmission doit s'exercer, en tout cas de manière au niveau culturel. Ça, on peut le dire, finalement, c'est un lien entre toutes ces générations qui constituent la Corse d'aujourd'hui, c'est-à-dire la génération du riacuiste, la génération des enfants du riacuiste, et puis cette nouvelle génération qu'on appelle la génération Y sur le continent. Je ne sais pas si en Corse, oui, elle existe aussi. C'est mignon, ça, la génération Y. Oui, Y comme quoi, alors? C'est la génération, on peut dire, qui est née avec les nouvelles technologies, qui est hyper connectée, voilà. Bien sûr. Mais vous avez raison. Finalement, d'abord, il faudrait que les rapports entre les générations soient intéressants. Je veux dire par là, est-ce que l'on se pose la question? C'est de cela que j'ai voulu que nous parlions. Est-ce que les rapports entre les générations sont aujourd'hui ce qu'ils étaient précédemment? Je ne suis pas un adepte d'avant. Ne voyez aucun passéisme dans mon propos, mais il est nécessaire de se poser les questions quant à savoir, alors que l'on dit il faut transmettre, mais est-ce qu'on peut transmettre? Et pour transmettre, il faut un émetteur et un récepteur. Si intergénérationnellement, comme vous dites, il n'y a pas de contact, ou les contacts s'étiolent, la transmission se fait plus difficilement. La notion de upia tumpiu, elle était pour quelqu'un qui était de passage. Aujourd'hui, upiatu
force est de constater, et vous le laissiez entendre tout à l'heure, que les familles éclatées, chacun à la limite mange de son côté. Non seulement chacun mange de son côté, mais souvent plus à la maison. Je vous fais remarquer, c'est un exemple comme ça et il n'est pas amusant, qu'il est dit par les spécialistes que dans la population des jeunes gens de notre région, le taux d'enfants qui sont obèses est parmi les plus importants au niveau national. En même temps, nous nous trouvons en situation où vous me le faisiez remarquer tout à l'heure, dans la famille, avant, il y avait 3 générations présentes et lorsque c'était merveilleux, 4, c'est-à-dire au moins depuis les grands-parents jusqu'aux petits-enfants. Aujourd'hui, tout le monde travaille parce qu'on estime qu'il faut que tout le monde travaille pour gagner sa vie. Je n'ai rien contre. Et bien sûr, il est fort bien de travailler et que chacun ait sa liberté. Ce sont là des mots, mais à la fois pour cela, tout le monde travaille, tout le monde vit à sa manière, mais les vieux ne peuvent plus avoir possibilité de rester à la maison à partir d'un certain âge ou d'un état de santé. Et il intervient quelque chose dans les têtes, en particulier de cette population âgée. Certes, les gens âgés dans les générations passées étaient des gens âgés, mais les gens âgés à l'heure actuelle qui se trouvent dans les EHPAD et qui se trouvent esselés par rapport à leur progéniture ont certainement dans leur tête des douleurs, des problématiques, de la tristesse, du malheur, qui celui-là n'est peut-être pas quantifiable, mais qui ne doit pas être très très beau et pas amusant du tout. On se retrouve demain, en tout cas, pour parler de cette thématique aussi, de la famille, de cette famille monoparentale qui est très important dans notre région et qui fait partie évidemment de cette question du vivre ensemble. À demain, Petroulek. Merci, au revoir. In Prima sur Alta Frequenza, tous les jours à 8h30. In Prima, le rendez-vous culturel de l'Isado Radio sur Alta Frequenza, tous les jours à 8h30. Bonjour, bienvenue dans Imprima, nous sommes mercredi, nous sommes sur Alta Frequenza. Je vous rappelle évidemment que ces émissions sont disponibles sur le www.alta-frequenza.com en vidéo et en podcast. Depuis le début de la semaine, nous sommes en compagnie de Petroulek. Bonjour. Bonjour. Nous évoquons cette thématique du vivre ensemble dont vous avez organisé une causerie vendredi, en tout cas du côté, on peut dire même au centre-ville Ajaccio, puisque c'était dans cette salle à Chénine qui a été tout récemment créée par Rina Toucaut et puis Jean-Pierre Godina. Alors, on va évidemment parler, lorsqu'on évoque le vivre ensemble, on pense évidemment aussi à la famille. La famille en Corse a évolué. On peut dire que c'est aussi une des évolutions les plus flagrantes, en tout cas les plus visibles, de cette famille très étendue qui englobait la grand-mère, l'arrière-grand-mère, le couple, évidemment les oncles et tantes, souvent les oncles et tantes célibataires aussi qui vivaient sous le même toit, et puis les enfants et parfois les petits-enfants. Aujourd'hui, on est passé aux familles monoparentales. La région Corse connaît un nombre très important de familles monoparentales. Cette évolution, aujourd'hui, elle pose des questions. Elle fait en tout cas réfléchir aussi à cette notion de vivre ensemble dans une île finalement où les gens vivaient en interaction. Est-ce qu'on n'assiste pas aujourd'hui finalement à des isolements comme ça de ces familles aussi qui n'ont plus finalement ces relais familiaux Peut-être. Moi, je ne porte pas de jugement, je regarde, je prends acte de ce que vous me dites. La famille n'est plus ce qu'elle était. Lorsque j'étais enfant, il y a plusieurs décennies de ça, à l'école, l'enfant de famille éclatée, comme vous l'avez dit, ou de famille dite monoparentale à l'époque, était original, c'était l'exception. Je ne dirais pas qu'il était montré du doigt, mais enfin, bon, c'était peut-être pas facile pour lui. Aujourd'hui, c'est presque tout à fait le contraire. On mènerait presque une enquête pour savoir, si je vous suis très bien, et vous êtes plus en contact avec la jeunesse que moi, on mènerait presque une enquête pour savoir pourquoi un tel a toujours ses 2 parents et s'il a encore ses grands-parents à la maison. Là, il faut avoir une enquête beaucoup plus approfondie et savoir comment ça se passe et si tout est normal dans ce monde-là. Bref, sans humour, je dirais, force est de constater que ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé et
on est au premier niveau, au premier degré de ce que l'on appelle le vivre ensemble. Si effectivement vivre ensemble, c'est vivre en bon entendement sans être ensemble, alors on peut en prendre acte, mais ce n'est plus vivre ensemble. Vivre ensemble, ça veut dire vivre ensemble soit dans un appartement, soit dans une maison, soit dans un quartier, soit dans une société en général. Aujourd'hui, les familles, vous avez raison, je suis d'accord complètement avec vous. Rares sont les pères qui ne vous disent pas je vais chercher mon fils parce que ces 2 jours il est avec moi, ou la mère qui accompagne l'enfant à la musique, etc. Enfin, ce sont des nouvelles problématiques qui n'existaient pas. C'est ce qui constitue la grande différence. Les enfants sont-ils heureux? Les parents le sont-ils? Ça, c'est un autre débat, bien évidemment. C'est un autre débat. Y a-t-il plus de liberté que précédemment? C'est simplement un constat qu'on peut faire, mais je ne peux pas porter de jugement parce que mon avis ne serait pas autorisé. C'est simplement prendre acte de cela, quoi. Et à l'autre bout de la chaîne, évidemment, il y a aussi, s'il y a ces familles monoparentales, il y a aussi l'isolement des personnes âgées. Chose qu'on ne voyait pas encore s'il y a 20 ans. Souvent, les personnes âgées restaient au domicile, étaient entourées de leur famille et mouraient malheureusement à leur domicile. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors là, le problème est beaucoup plus épineux, si je puis dire. Parce que, bien sûr, lorsque l'on est jeune et que l'on a devant soi la sensation de l'éternité, je dirais, bon, ça va. Même si ça ne va pas, ça va parce que, bon, la vie va. Mais pour les personnes qui sont âgées et en situation de dépendance, la problématique est autrement réelle et certainement plus douloureuse. On parlait ensemble tout à l'heure, ou hier, je ne sais plus, de la famille dans laquelle il y avait la génération des grands-parents, des parents et des petits-enfants, avec cette interdépendance du propos, de l'à-propos ou des confrontations des points de vue et idées. Il semble aujourd'hui que ce soit beaucoup plus difficile. On entend même quelquefois, par l'entremise de radio, des parents qui téléphonent pour faire entendre à leur mère qui est dans un établissement de soins pour personnes âgées, entendre telle chanson le jour de leur anniversaire. Je me demande ce qu'il peut y avoir dans la tête de cette brave et vieille maman comme douleur, comme tristesse, comme problématique supplémentaire par rapport à ce que pouvait être sa vie lorsqu'elle était au milieu des siens. Peut-être n'a-t-elle pas de besoin en matière de soins, parce qu'elle est entourée, peut-être bien soignée, mais dans l'affectif et dans la tristesse et la désolation que lui impose cette séparation, je ne suis pas en mesure personnellement de le quantifier. Je vous disais, je n'ai pas un avis autorisé là-dessus, mais je pense très très fort, quelquefois je me mets à leur place et je me dis que cela doit être quelque chose de terrible, ce constat-là. Petrouleka, je vous remercie. On se donne déjà rendez-vous demain pour notre avant-dernière émission, votre compagnie. À demain, merci. Merci, au revoir. À vous. Bonjour, bienvenue pour cette avant-dernière émission en compagnie de Petrouleka. Bonjour. Bonjour. Évidemment, toutes les émissions que nous avons réalisées ensemble depuis le début de la semaine sont disponibles sur le www.alta-frequenza.com en vidéo et en podcast. Nous avons évidemment tout au long de la semaine traité de cette thématique du vivre ensemble, une thématique qui a fait l'objet d'une causerie la semaine dernière, donc à Ajaccio. Il y a un rendez-vous aussi qui peut être pris déjà pour courant mars. Oui. On peut le donner. Vous n'avez pas encore de date arrêtée. Ça sera à peu près ce sera mars. Un vendredi soir. Un vendredi soir. Toujours à Chénine, donc cette toujours salle. Toujours à la Chénine, sous l'égide intellectuelle et hautement culturelle de mon ami Renato Cotti. La Chénine, où Jean-Pierre Godina œuvre beaucoup. Évidemment, sur une thématique différente que celle que nous évoquons ensemble. Bien sûr, elle sera différente. Des rendez-vous que vous allez réitérer quand même jusqu'au mois de mai. Voilà, jusqu'au mois de mai. Donc il y aura par mois, avec à chaque fois de nouvelles thématiques pour pouvoir évidemment débattre de cette Corse aussi d'aujourd'hui, puisque je pense que c'est aussi le fil conducteur cette Corse d'aujourd'hui. Oui, pour inciter, pour faire bouger les idées, pour secouer un peu, comme on dit, les idées et faire en sorte que les uns et les autres échangent et s'enrichissent des points de vue de l'un et de l'autre
quelquefois différents, mais complémentaires, me semble-t-il. C'est la façon dont on œuvre lorsqu'on pose des questions. Poser des questions, c'est soulever une idée, ouvrir un débat et faire en sorte que les gens présents donnent leurs avis et s'enrichissent à partir de là. Alors, on a parlé évidemment de la famille dans cette thématique du vivre ensemble. Il y a aussi un autre sujet finalement qui revient lorsque l'on s'interroge sur le vivre ensemble, c'est la question du racisme. Certains disent que la Corse est une île raciste, en tout cas c'est ce qui a souvent été rapporté par les médias nationaux. Il y a 2 degrés, il y a le racisme anti-corse et puis il y a le racisme que soi-disant la Corse, les Corses véhiculeraient envers les populations évidemment qui sont en Corse. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dresser finalement un bilan? Est-ce qu'on peut avoir aussi un regard mesuré par rapport à cette thématique? La Corse est-elle ou pas une île raciste? Existe-t-il aussi un racisme anti-corse? Ce sont 2 questions finalement qui reviennent lorsqu'on évoque cette thématique du vivre ensemble. Le regard doit toujours être mesuré, me semble-t-il. Vous avez raison de dire regard mesuré. S'il n'est pas mesuré, quelquefois il se déperd ou il focalise sur l'arbre qui cache la forêt. On parlait en début de semaine, je crois, des différentes strates de population qui ont constitué ce qu'on appelle aujourd'hui la population, certains, le peuple corse, d'autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont encore différents par leurs origines. Sont-elles du village, comme moi, mais à la ville aujourd'hui, avec plaisir avec vous. D'autres venus de tel ou tel autre endroit, nous en avons énuméré plusieurs. Et puis, il y a un autre élément qui me paraît prépondérant. Ceux qui sont arrivés avant les autres. Souvent, ceux qui critiquent celui qui est arrivé après, c'est celui qui est arrivé juste avant. Je m'arrête pas, moi, trop sur ces choses-là, sauf pour les prendre en considération et les analyser. Je crois que toute personne qui est dans une société importante ou, quand je dis importante, je veux dire importante par le nombre ou moins comme la nôtre, on est 370 000 en Corse, 90 000 à Ajaccio avec Zacapa, approximativement la même population à Bastia. Je pense que ce qui est important, c'est de réfléchir, comme cela a été fait, et d'échanger pour faire en sorte que les uns et les autres, dans leurs différences, dans nos différences, nous-mêmes, nous sommes différents l'un de l'autre, à mains égards, je veux dire, nous puissions vivre là où il est bon pour nous de vivre parce que nous y trouvons notre compte, soit professionnel, soit familial, soit, j'allais dire, associatif, sportif, etc., religieux, parce que c'est le nouvel élément qui arrive là, la notion de religion. Depuis toujours, la religion a existé. Vous savez, moi j'ai connu dans mon enfance des Noëls sans arbre de Noël. Et pourtant, Dieu sait si, là où je passais ma prime enfance, les sapins et les pins, il y en avait des milliers, des millions et peut-être des milliards alentour. Je pense que c'est pas ça qui est important. Chacun croit à ce qu'il veut. Chacun peut croire à ce qu'il veut. Et je crois que concomitamment, chacun peut permettre à l'autre de croire à ce qu'il veut. Maintenant, d'aucuns peuvent agiter les grelots sur ce qu'il peut y avoir de terrible, à croire comme vous, comme moi, ou comme un autre, s'il y en a un autre. Mais je crois qu'il y a moyen non seulement moyen, mais je crois que c'est l'impérieuse nécessité de faire en sorte que chacun croit à ce qu'il veut et fasse en sorte que l'autre... Parce que croire en ce qu'on veut, c'est permettre à la fois, obligatoirement, à l'autre de croire à ce qu'il veut. Sans quoi ce n'est pas la liberté. Il ne peut pas y avoir de liberté que pour l'un s'il n'y a pas de liberté pour d'autres. La liberté, c'est pas un saucisson qu'on coupe en tranches. Elle est ou elle n'est pas. Mais à la fois, elle est quelque chose qu'il est nécessaire, pour lequel il est nécessaire d'œuvrer constamment. J'essaye de me rappeler toujours, de le dire autour de moi, que la liberté comme la démocratie, voire comme la justice, a toujours cette nécessité de travailler pour être de plus en plus libre, de plus en plus démocratique et de plus en plus juste. Parce que si elle s'arrête un jour, ne serait-ce que, je dirais, pas posa si 5 minutes annanto una pietra, hop, tout de suite, avec le temps qui passe, la société est moins libre, elle est moins démocratique et elle est moins juste.
et donc plus injuste. C'est un travail constant, aussi bien pour la société dans son ensemble que dans nos réflexions individuelles les uns et les autres. Merci beaucoup Petroulé. Quand on se retrouve demain pour notre dernière émission, justement, on va parler aussi de cette liberté. Peut-on tout dire lorsque l'on veut vivre ensemble en harmonie? À demain, merci. Au revoir. Merci à vous. In Prima sur Alta Frequenz, tous les jours à 8h30. In Prima, le rendez-vous culturel de l'Isado Radio sur Alta Frequenz, tous les jours à 8h30. Bonjour, bienvenue dans Imprima pour cette dernière émission de la semaine en compagnie de Petroulé. Car je rappelle que cette émission est disponible sur le www.alta-frequenza.com en vidéo et en podcast. Petroulé, bonjour, merci d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. C'est un plaisir. On va évidemment clôturer ce débat qu'on a ouvert depuis le début de la semaine sur le vivre ensemble. On vous retrouvera aussi avec plaisir courant mars à Chénine, du côté donc du quartier Sainte-Lucie à Ajaccio, évidemment sous l'égide de Rina Toucaute qu'on a cité tout au long de la semaine et qu'on salue. Il y a une autre question, évidemment, qu'on a parlé de ce vivre ensemble et Charlie Hebdo, enfin l'affaire Charlie Hebdo a ouvert aussi un autre débat. Pour vivre ensemble, est-ce qu'on peut tout dire? Est-ce qu'on peut aussi avoir cette liberté de parole, cette liberté de ton, cette liberté aussi de blasphémer, parce qu'on a finalement accolé avec l'affaire Charlie Hebdo ces deux mots qui semblent complètement finalement antinomiques, liberté de blasphème. C'est terrible cette affaire de Charlie Hebdo. Terrible et épouvantable. D'abord parce que, faut-il le dire, rien ne justifie des exactions de cet ordre-là ou d'autres ordres. Mais là, c'est l'épouvante. Des gens qui font leur métier, qui travaillent, qui sont sur leur lieu de travail, qui plus est dans une rédaction, donc des journalistes qui travaillent en attente à leur vie, on les tue. Et on essaye de tuer par là même ce qui constitue, là oui, je parle de fondements importantissimes de la société, c'est-à-dire le droit d'expression, le droit à la parole, écrite en l'occurrence, voire dessinée plus précisément, puisqu'il s'agit de dessinateurs, de caricaturistes. C'est épouvantable parce que dans la tête de certains, il faut agir de façon terrible, démonstrative, pour montrer que l'on met sous le pied, que l'on écrase la liberté d'expression. Il ne faut jamais oublier que beaucoup sont morts pour que l'on puisse s'exprimer, pour que vous puissiez poser des questions, en l'occurrence là. C'est un plaisir pour moi que d'y répondre, parce que beaucoup sont morts pour que l'on puisse y répondre, et pour que d'aucuns puissent critiquer aussi. C'est dans l'ordre des choses que l'on puisse avoir le droit de critiquer. Tout est critiquable, mais je disais tout à l'heure, dans le respect de la loi et de la démocratie. La démocratie, vous savez, c'est important. Je pense que tant qu'on n'inventera pas mieux, j'ai la ferme conviction qu'il faut s'en tenir à cela. Or, bien sûr, il y en a qui réfléchissent ou quelquefois qui réfléchissent moins et qui disent, oui, il y a des méthodes autres, on n'a pas le droit de critiquer ceci ou cela. Je suis de ceux qui sont très respectueux d'autrui et qui essayent, certainement comme vous, de ne pas offusquer, de ne pas vexer, de ne pas soit faire ombre, soit faire du mal à l'autre, soit parce qu'il croit, soit parce qu'il pense, etc. Mais en même temps, il n'y a pas possibilité d'avoir des restrictions en matière de liberté, parce que la liberté, elle est, pardonnez-moi cette expression, elle est comme une femme enceinte. Elle est enceinte ou elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas un peu ou beaucoup. Elle l'est ou elle ne l'est pas. La liberté est intouchable. Si on porte atteinte à la liberté n'est plus. Alors, vous avez posé une question, peut-on rire de tout? Peut-on dessiner sur tout? Pour ma part, individuellement, peut-être serais-je tenté de répondre non, mais en même temps, être libre, ce n'est pas ne pas être libre, c'est l'être. Et si d'aucuns dans la liberté estiment qu'ils peuvent aller jusque-là, c'est comme un phare qui fait qu'ils montrent
il est au bout de la jetée, même si moi je ne vais pas au bout de la jetée, c'est bien que le phare y soit, parce que ça me prouve qu'effectivement, j'ai toute liberté d'aller jusque-là. Et la liberté, c'est pas une petite affaire individuelle pour la petite personne, la mienne ou une autre. C'est, vous savez, si dans des sociétés aussi importantes, après le siècle des Lumières et autres, il a été fait des travaux pour aller dans le sens de la liberté, il serait fortement dommage. Moi, à mon petit niveau, j'essaye non pas de théoriser, mais de dire simplement qu'il ne faut jamais reculer devant ce qui est l'ouverture pour que la liberté soit toujours de plus en plus grande, que la démocratie soit toujours de plus en plus démocratique et que le mieux puisse avoir toujours le pas sur le pire. Ce que nous avons vu à travers Charlie, à travers Copenhague, alors on peut dire c'est l'effet de fou ou d'autres, mais ce que l'on appelle la bête immonde a des façons de s'habiller tout le temps, en tout lieu, de costumes et de tenues différentes pour essayer toujours de ressurgir. Je pense qu'il est important que dans la réflexion individuelle ou collective, il soit fait en sorte que la liberté soit sauvegardée, coûte que coûte. Est-ce que le vecteur, finalement, aujourd'hui, c'est les enfants, c'est l'éducation nationale? On peut d'ailleurs souligner le travail qui a été fait par le lycée Laetitia, qui a été d'ailleurs salué, en tout cas par la ministre de l'Éducation nationale. Finalement, aujourd'hui, il faut croire à cette force de la jeunesse et aussi à cette force de l'éducation qui est là, finalement, pour leur apprendre ce qu'est la liberté, ce qu'est la laïcité. À différents titres, et sans l'ombre d'un doute, pour ce qui me concerne, je pense que l'école fait déjà la preuve à travers la possibilité et la démonstration qui est la sienne et dont elle fait preuve de la coexistence de toutes les différences. Sur le banc de l'école, il y a les enfants de parents qui sont de toutes origines, géographiques, religieuses et autres. Elle fait certainement beaucoup, il doit y avoir. Vous savez, lorsqu'on fait quelque chose, on prend acte de ce qu'il reste à faire. Je pense que l'école a encore certainement les spécialistes et les gestionnaires de celle-ci, ici et au niveau local, que ce soit le recteur et au niveau national, les ministres et autres, nous disent qu'il y a encore beaucoup à faire. J'en suis persuadé. Mais certainement, l'école est l'élément le plus important pour que cette liberté soit quelque chose de cultivé comme le plus bel arbre qui soit. Merci Petrolek, en tout cas c'est sur ces belles paroles que nous nous quittons après cette semaine en votre compagnie. Merci, au revoir. Ça a été un plaisir. In Prima sur Alta Frequenz, tous les jours à 8h30.